Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Une heure de débat sur l'actualité économique du moment, évidemment les retraites. Les retraites, les syndicats, la politique, la capitalisation. Et ce qui paraît qu'on a des systèmes de capitalisation, donc moi je suis content de l'entendre, donc on va voir ça, si on a des systèmes de capitalisation. Bon voilà. Et puis derrière, pas mal de sujets qui vont tourner, tiens, en partie autour de la tech. Puisque Bruno est là, on en profite à chaque fois, intelligence artificielle, cette folie de chat GPT, c'est en train de devenir un truc. Bon voilà. Voilà le sommaire, ne perdons pas de temps, allons-y, c'est Bismart. Donc, bataille des retraites. Ah, mais j'ai pas dit qui était là. Nicolas Dueb, donc salut Nicolas, fondateur d'Alchimie. Bruno Maisonnier, salut Bruno. Another Brain, intelligence artificielle. Et puis Jérôme Dédéian, salut Jérôme. Salut Stéphane. Mon partenaire patrimoine, mais aussi tout sur mes finances. Ouais. Parce qu'en l'occurrence, le tweet qu'on va voir là est estampillé tout sur mes finances. Ouais. Sur LinkedIn, t'es tout sur mes finances. T'es authentifié comme tout sur mes finances, tu vois, tout sur mes finances.com. Oui, faute de place pour tout mettre. Bon, donc Jérôme nous dit, alors je le lis pour ceux qui nous écoutent en podcast, Jérôme nous dit, quand je vois le nombre de personnes qui, à l'occasion de la réforme des retraites, disent qu'il n'y a pas de retraite par capitalisation en France, même parmi ceux dont je partage les vues économiques et sociales, je me dis qu'on a encore de la pédagogie à faire sur l'existant. Je crois que je suis la cible de ce, car nous partageons les mêmes vues économiques et sociales. Et j'ai bien l'impression, Jérôme, qu'on est passé à côté de la capitalisation. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire dans ce tweet? Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je crois que le fonds de pension existe en France. Alors, tu vas pas me parler du préfonds et des fonctionnaires? Non, bien sûr que non. D'abord, je suis d'accord qu'il n'y a pas de capitalisation dans notre système de retraite publique. D'accord ? Donc il n'y a pas de capi dans la répartition. Enfin, il y en a un tout petit bout. Les réserves de nos régimes par répartition, qui sont quand même placées sur les marchés et qui font des petits. On essaye de faire un bout au marché quand même. Et puis, des trucs du genre fonds de réserve des retraites, etc., où il y a un petit bout, mais c'est complètement marginal. Donc on vit bien sur un régime par répartition. Et donc, les gens qui disent qu'il n'y a pas de capi aujourd'hui, ils disent on devrait, avec les cotisations obligatoires versées pour les régimes par répartition actuels, développer un pilier de capitalisation. Ils ont sûrement raison, mais en fait, c'est pas possible, parce que pour faire ça, il faudrait un excédent par rapport à ce qu'on cotise pour pouvoir payer les pensions de ceux qui sont actuellement à la retraite. Or, on est en train d'essayer de traiter un problème de financement à 40 milliards, 10 milliards pour les régimes des secteurs privés, et puis 30 milliards pour la fonction publique. Donc ça, c'est pas mon point. Mon point, c'est que on a créé en 2019, avec le plan d'épargne retraite, les bases, vraiment les fondations du développement d'une épargne retraite par capitalisation très significative en France, et que moi j'ai la conviction, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, elle va prendre une place absolument considérable dans la durée. Alors, historiquement, on vit sur la répartition, et puis en matière d'épargne, le taux d'épargne est très élevé des Français, plus de 15% sur le revenu brut disponible. Il va pour les plus des 2/3 en immobilier, les Français ont privilégié l'immobilier, puis il reste en gros 4 à 5% de taux d'épargne financière qui sont allés essentiellement en assurance vie. Bon. Et on avait des bouts de produits partout incompatibles entre eux et tout. Et avec le PER, avec la loi Pacte, on a fait un truc complètement dingue. On a cassé systématiquement tout ce qui empêchait la retraite par capitalisation, l'épargne retraite par capitalisation de se développer. On a dit tous les produits sont compatibles entre eux, il n'y en a plus qu'un. On a dit, on fait jouer la concurrence, c'est transférable tout au long de ta vie, soit parce que tu n'es pas content là où tu es et que tu veux bouger ailleurs, soit parce que tu dois pouvoir empiler des trucs dont tu as bénéficié un peu partout pour les regrouper. On a dit, choix entre capital ou rente, les Français détestaient la rente, donc plus de produits tunnels, etc. Et puis évidemment, on a conservé les avantages fiscaux des travailleurs non salariés et puis notre fameux plafond épargne retraite. Aujourd'hui, 3 ans après le lancement du PER, c'est 70 milliards d'encours. Alors, il y a 2/3 de transfert d'anciens produits, mais ça prouve que ça marche, empilé sur le nouveau truc. C'est 17 milliards de cotisations en 2022, donc de flux nouveaux, quand même. Et en fait, et c'est 6 millions de PER, c'est-à-dire que c'est quasiment 2 fois plus que ce que le gouvernement anticipait. Bon. Si tu tires le trait, c'est crétin, mais tu dis, en fait, il y a 18 millions de foyers fiscaux en France, il n'y a que 6 millions de PER. Donc, je devrais avoir 18 millions de PER ouverts. Pour la faire courte, de gens qui payent l'impôt. Il y a 39 millions de foyers fiscaux, 18 millions qui payent effectivement de l'impôt sur le revenu. Donc qui paye de l'impôt sur le revenu devrait avoir un PER, c'est la base. Tu vois. Donc c'est qui les 12 millions qui posent problème par rapport aux 6 millions déjà ouverts. Bon. Donc si tu dis, ok, je vais en équiper 6 millions de plus en 10 ans, tu vois, je ne vais pas aller à 18 millions, je vais faire 12 millions de PER. Que tu tires le trait sans revalo des 3 000 balles par an en moyenne que les gens versent.
tu mets 4% de capitalisation normative, tu te retrouves dans 10 ans avec 400 milliards d'épargne retraite par capitalisation en France, fonds de pension pur, et tu te retrouves dans 20 ans avec 1000 milliards. Et puis alors, si tu tires à 43 ans, fin des régimes spéciaux, parce qu'on va mettre 43 ans à les éteindre, faudrait faire avec les sorties des gens qui vont commencer à vivre dessus, etc. Mais tu vas te retrouver avec 3000 milliards d'épargne retraite par capi. Je rappelle que... Ce qui est une bonne base pour une réforme par capi. Absolument. Voilà. Je rappelle que... Non, mais c'est ce niveau-là quand même. Je rappelle que l'épargne financière des Français, tout mouillé, tout cumulé, assurance vie, livret, PEA, compte courant, etc., c'est 5000 milliards. Voilà. Et donc, ça fait que 70 milliards et 17 milliards de flux. Mais en fait, on a créé des fondations qui vont monter en régime, sauf si on casse le produit, évidemment. Non, personne n'en parle. Mais il n'y a aucune raison. Mais il n'y a aucun raison, personne n'en parle. Il va être mais non, mais le truc, qu'il va être amélioré à la marge. Le truc, Jérôme, c'est qu'en fait, je l'avais complètement oublié, moi, tu vois. Personne n'en parle. Il est sorti du truc. On se retourne dans 10 ans, il y a 400 milliards d'épargne retraite. On se retourne dans 20 ans, il y en a 1000 milliards. Mais pour ça, il faudrait on se retourne dans 40 ans, si on touche à rien, on sera à 2000, 3000 milliards compte tenu des retraites, ceux qui ont commencé à capitaliser. Super intéressant, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose pour en faire à nouveau la pédagogie ou la publicité ou la je sais pas quoi. Mais je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un peu contribué à la pédagogie. Mais je me souviens très bien. Avec tous les distributeurs, etc., avec mon mandat patronal et tout. C'est toi qui l'as fait. On avait 3 millions, on avait un objectif de 3 millions de PER à l'heure où je te parle, il y en a 6 millions. Donc ça veut dire quand même qu'on ne s'est pas trop foiré. Oui, mais 6 millions utilisés comme des livrets A. 6 millions avec rien dessus. 6 millions avec 70 milliards. 70 milliards. Bah ouais, et 17 milliards de flux l'année dernière. Donc c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Alors après... 6 millions divisé par 70 milliards, 100 000 à peu près, c'est ça, hein, environ. Ouais. Ça commence à refaire quelque chose, tu vois. Ouais. Voilà. 10 000. 10 000, oui, voilà, c'est ça, 10 000. Ouais, donc c'est bien ce que je disais, c'est un livret. Hein. Ouais, mais tu prends. Ouais, mais tu vois que c'est toujours pareil. Quelqu'un qui met 3 000 € par an sur son PER, qui s'annule, je sais pas moi, une facture de entre 11% et 30%. Et tu as du rendement sur ton PER? C'est quoi le rendement du PER? Que tu veux, puisque le produit, il est valable en version assurantielle avec tout l'univers de ce que tu peux mettre dans une assurance vie, en compte titre encore plus. D'accord. Tu choisis entre compte titre ou assurance vie. Non, le truc est bien fait. Et il y a une vraie concurrence. Hein. Mais quel avantage alors par rapport à l'assurance vie? Alors, l'avantage par rapport à l'assurance vie, c'est évidemment l'avantage fiscal à l'entrée, puisqu'en fait, l'État te fait un abondement de ta tranche marginale d'imposition. Hein, si je verse 10 000 sur une assurance vie, d'accord, c'est 10 000 que je verse après impôt sur le revenu. Si je verse 10 000 sur un PER, c'est 10 000 que je verse avant impôt. Et donc, la puissance de la capitalisation dans le temps, même avec le traitement fiscal du PER à la sortie, fait que si tu as le temps devant toi, tu récupéreras plus en net parce que tu as investi en brut 30% de plus si tu es à 30% de tranche marginale d'imposition, 45% de plus si tu es à 45% de tranche marginale d'imposition, mais même pour quelqu'un à 11%, ça marche. Les seuls cas où vraiment, modulo la liquidité, hein, tu n'as pas intérêt à utiliser ton PER par rapport à ton assurance vie, c'est si ta tranche marginale d'imposition va augmenter à la retraite. Inutile de te dire qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là. Voilà. Je vous le souhaite, mais donc moi je dis, ça se voit pas encore. Le socle, vraiment les fondations sont là, et le truc, on va se rendre compte dans la durée qui va prendre sa place dans le paysage d'épargne des Français, et on a créé toutes les conditions pour un vrai développement d'un socle par capitalisation avec libre concurrence, ce qui me semble très important. C'est pas un truc où tu fais un truc de branche géré par les syndicats. Je comprends. Voilà. Nicolas, tu es le seul assez jeune autour de cette table pour encore pouvoir imaginer en profiter. J'ai commencé à travailler très tôt. Donc, je suis concerné par les 43 ans. Non, les 44 alors, si tu as commencé à travailler très tôt, puisque c'est la polémique là qu'on nous invente. Je tombe pile poil sur les 64 parce que j'ai commencé à 21. Donc, non, mais je trouve la démonstration de Jérôme extrêmement intéressante, et puis j'apprends des choses aussi au passage, donc pleine de pédagogie. Et finalement, encore une fois, sur ce sujet-là, on a un rendez-vous raté, puisqu'on est en train de tout cristalliser sur un chiffre qui est l'âge de départ à la retraite, qui est les 64 ans, et on ne parle pas du problème de notre retraite, qui est un modèle à répartition mis en place après la guerre, et qui, de toute façon, a été mis au moment où on était à 4,1 actif pour un retraité. Maintenant, on est à 1,7, donc c'est basique, c'est juste des maths. Donc maintenant, soit on fait plus de cotisations... Oui, mais ça, tu vois, Nicolas, la force de notre débat public en France, c'est qu'un truc comme ça, il y a des gars qui arrivent à le contester. Et ils sont même assez massifs. C'est-à-dire, tu vois à la télévision des gens sérieux te dire « mais il n'y a pas de problème de financement ». Là, on a aujourd'hui le chiffre du nombre de bébés qu'on fait. Bon, ben voilà, on en fait de moins en moins, c'est comme ça. C'est factuel. Et t'as le gars qui met les yeux dans les yeux, et puis on est convaincu, et puis il n'y a pas de problème de financement. On passe de 4 pour 1 à 1 pour 1. Il n'y a
pas de problème de financement. Oui, mais justement, c'est là où des propos comme ceux de Jérôme sont extrêmement intéressants. C'est la pédagogie, il faut répondre. Les 4,1 des années 60 et des 1,7 actifs aujourd'hui, c'est un chiffre. Enfin, après, on peut tout contester et puis on peut jouer au complotiste. La démographie, ça ment pas. Mais c'est ça, normalement, ça devrait être implacable. Donc c'est factuel. Donc là, à ce moment-là, soit on baisse soit on augmente les cotisations, on est les champions du monde déjà du coût du travail, soit on baisse les pensions. Et, on a décidé de ne pas le faire. Voilà, on a décidé de ne pas le faire. C'est un choix. Et puis, pour certaines retraites, ça peut se comprendre. Soit on travaille plus longtemps. Et soit on change de format où on se dit, à un moment donné, la répartition, on en garde un bout parce que c'est pas blanc ou noir. Et puis, à un moment donné, on introduit les capitalisations. Dans ce que tu démontres, c'est qu'il y a des choses en place. Donc, on l'explique, on fait la pédagogie. Et quand on dit, il y a 80 milliards de dividendes pour les grandes boîtes, oh là là, c'est mal. Vous en voulez un petit bout, mettez dans le PER et récupérez un bout. Et la démonstration est déjà faite. Là, pareil, avec des graphes, on va pas ici, on prêche des convaincus, mais que la capitalisation fait quand même une retraite supérieure à simplement celle de la répartition. Donc, il n'y a que des chiffres, c'est factuel. Et moi, je comprends pas comment toute cette pédagogie ne se fait pas. Et on s'enferme. Enfin, d'ailleurs, le gouvernement c'est des stars de la com, ils ont plein d'experts, etc. Mais c'est laissé enfermer juste dans un débat de 64 ans. Et tout le reste est passé au napalm et on n'en parle plus. Et en fait, on ne parle de rien, quoi. Et d'ailleurs, je vais aller juste un chiffre. Un truc intéressant, c'est que ce matin, il y a dans les Échos, il y a un sondage fait par Opinionway qui est intéressant, puisqu'en fait, c'est d'ailleurs, ça illustre bien le truc français, c'est que vous avez 2/3 des gens qui sont contre la réforme des retraites, mais 61% qui savent qu'il faut faire une réforme. Et puis quand vous prenez dedans, ils ont tout un petit tableau avec mesure par mesure. Grosso modo, les gens sont d'accord à 2/3. Mais le seul truc sur lequel ils sont viscéralement pas d'accord, c'est le départ de la retraite à la retraite à 64 ans. Qui est en plus un schéma très français parce qu'on t'impose, tu dis non. Enfin, de toute façon, un Français, par principe, il va dire non, et puis après on discute. Et donc, en fait, tout ce qui est proposé de progressif, etc., ils n'en ont pas conscience, ils ne savent pas que ça existe, qu'en fait, les 64 ans, c'est tout à fait théorique, ça ne concerne pas grand monde. Et ça concerne, selon les documents même du gouvernement, ça concernera à peu près 60% des retraités, quoi. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup. Il y a 40% qui partiront avant. Et puis pour ceux qui sont les cadres, etc., qui ont commencé à travailler à 23, 24 ans, de toute façon, le départ à la retraite, il sera quand même plus tard. Mais donc, on voit bien dans les stats que les gens sont conscients, mais en fait, il n'y a plus de débat, il n'y a pas de communication possible, et donc il y a un énorme blocage. Et moi, je m'interroge sur la façon dont ça va sortir, parce qu'à la fin, on descend dans la rue, et qu'il va sortir quoi de la rue Rien. Elle va être votée. Pour moi, ça, c'est le sujet de fond. Les faits sont connus. Globalement. C'est la même chose sur la lutte contre la protection de l'environnement et le changement climatique, etc. Tout le monde sait exactement ce qui se passe, comment. Et le sujet, c'est on n'a pas envie d'entendre. Et du coup, on n'entend pas. Donc, la réaction est émotionnelle. Les gens s'accrochent à des symboles. C'est purement émotionnel. Les syndicalistes, ils savent parfaitement, enfin ceux qui organisent l'opposition, ils savent parfaitement les faits, ils savent tout ça. Donc, c'est pas sur ce plan. Et du coup, le fait de dire il faut faire de la pédagogie pour convaincre, pour moi, ça sert à rien. Parce que la base, c'est pas qu'ils savent pas. La base, c'est qu'ils veulent pas. Pour des raisons, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et moi, j'ai un problème de fond avec ça, il me semble, parce que il me semble que globalement, on vit dans un monde qui est de plus en plus compliqué, qu'on comprend de moins en moins de choses. Collectivement, les gens comprennent de moins en moins le monde dans lequel on vit, les technos, les trucs, etc. Et du coup, on préfère se retrouver vers du complotisme, on préfère se retrouver vers des choses qui nous rassurent ou dont on a envie. Oui, je comprends ce que tu dis. 62-64, c'est simple. Voilà, je peux être contre simplement. Voilà. Je peux dire non, pas 64, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Après, rentrer dans tous les détails du truc, mais les gens savent pas, ont pas envie. Enfin, ils savent qu'il faut faire des retraites, mais ils se battent tous en disant ceux d'après. Non, mais dans ce que dit Nicolas, que je trouve passionnant, c'est pas 64 si on me l'impose. Parce qu'après, chacun va prendre ses décisions personnelles, de quel moment... Ouais, mais là, il a une analyse du sondage qui est personnelle. Moi, j'ai vu le même. J'ai pas vu... c'est-à-dire qu'ils sont quand même contre beaucoup de choses qui font travailler plus, quoi. On va le dire comme ça. Hein. Dès qu'il s'agit de bosser plus, on est contre, quoi. Bref, on va pas faire les exégèses de ce sondage, mais il a une vision très positive de ce sondage. Moi non plus, je ne me serais pas focalisé sur les 64 ans, parce que forcément, c'est un chiffon rouge, quoi. Le truc, moi, je tourne autour depuis qu'on fait ces débats. Je crois que le sujet, en fait, il a été personnalisé par le président de la République.
Ouais. Et c'est une énorme erreur, en fait. Ouais. Et donc, mais tu l'as vu, Mais les c'est pas titres, systématiquement le cas. tout de suite, c'était la semaine décisive pour Macron. Mais c'est pas pour Macron qu'elle est décisive. Moi, je m'en fous de Macron. Ouais, Enfin, pour c'est le pas mon pays. sujet. Dans 4 ans, on n'en parle plus. Mais évidemment. Non, et puis C'est fou, quoi, tu vois. Et c'est Je suis entièrement c'est d'accord. personnalisé. Puis en préparant la mission, je suis retombé sur une vidéo d'avril 2019 de Macron qui disait c'est complètement hypocrite de dire que les gens vont partir à 64 ans. Mais on l'a vu partout, cette vidéo, mon ami. Elle tourne en Voilà, boucle. mais sauf que les réseaux sociaux et puis tout ça, Ah il y a oui. de la mémoire. Et comment juste on peut arriver, en tant que président de la République, incarner le truc pour faire de son quinquennat un symbole autour de la retraite en ayant dit un truc qui est à 180 degrés juste avant. Enfin, techniquement, c'est pas possible. Parce que, à ce moment-là, il a en tête une réforme qui est une vraie réforme, qui est la retraite par points. Voilà. Et qui est chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Et avec la retraite par points, tu changes. Là, pour le coup, tu renverses la table. Voilà. Là, c'est plus la même chose. Là, et d'ailleurs, c'est tellement complexe que on n'a pas pu la faire. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il a ça en tête à ce moment-là, quoi. Voilà. Il se permet de dire un Plus truc tard, pareil. et ça passe pas en termes de com. Bon, mais je sais toujours pas si tu as un PER ou pas, alors. Moi, j'ai un PER. Toi, tu as un PER. J'ai complètement... Parce qu'en plus, on l'a fait ensemble. Moi, je me souviens très bien de la loi Pacte où tu venais nous voir. C'était BFM Business à l'époque. Tu nous racontais ça. Et ça m'est sorti de la tête. Peut-être que je me suis dit que j'étais trop vieux déjà à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Il n'est jamais trop tard. Qui paye de l'impôt devrait avoir un Voilà, PER. puis que Ouais, pour les, c'est pour ça. les chefs d'entreprise, Ouais. il y a les contrats Madelin aussi. Ouais. Des choses qui Oui, mais le sont- PER est alimenté par la cotisation retraite. En fait, il y a les flux et les stocks. Et donc, le PER, c'est le réceptacle unique de tous les régimes Mais tu vois de quand même, cotisation dont bénéficient les gens. sur la responsabilité des hommes politiques, j'ai pas lu, mais il y a le nouveau héros de la droite libérale, ça doit être ton héros, David Lisnard, donc Ah oui, qui mais- maintenant là. Et donc là, il fait un papier dans le Figaro que j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas lu sur vite fait la capitalisation. Il le sait lui qui a le PER, que ça existe, etc. Je Tu suis crois pas qu'il en sûr parle dans le papier? Je suis pas sûr qu'il en parle. Je Hein. suis pas sûr qu'il soit complètement au courant. Tu sais, tous ces gens-là dont je partage les idées, c'est Lisnard, c'est Fromentin, c'est Rafik Smati, c'est tous ces gens de la droite vraiment libérale. Ils sont pas Elle tous au existe. même niveau là, tous D'accord. ceux que tu viens de Non, citer. je suis d'accord. D'accord. Ils ont souvent, ils ont pas la bonne note technique parce qu'ils peuvent pas tout savoir. C'est pas des surhommes, si tu veux. Et donc, Ouais, enfin, si l'élu t'écris un local- papier sur la capitalisation et qu'il n'y a pas un Français. mec qui te dit, tu passes pas un coup de fil à des déyants en disant, dis donc, tu veux pas me le relire là? C'est un sujet. Donc, tu vois, en ce moment, il y a le nouveau dossier de le partage de la valeur, la mission du SOP qui doit rendre ces trucs, là, négociations interprofessionnelles et tout. Donc, ça s'excite. Et donc, oui, il y a pas mal de gens qui auditionnent des gens comme des déyants, c'est sûr. Le Ils font propos leur de boulot. Lisnard, c'est de dire que grosso modo les retraites coûtent 350 milliards, donc 2 tiers Oui. de répartition ça a coûté 200 milliards et ça garantit à tout le monde le 1200 € de retraite par mois, enfin presque un peu la notion de revenu universel, et le reste par capitalisation, et donc on pousse tout le reste sur ça, et ça Voilà. coûte 150 Et donc son milliards. angle, tu vois, son angle, il est complémentaire de si j'essaye de te défendre, hein, son angle est complémentaire de l'épargne retraite par capitalisation volontaire que tu mets sur des produits d'épargne, etc., avec leurs caractéristiques. Donc notre fameux PER, lui, il dit, dans les cotisations obligatoires que payent les employeurs et les salariés, on devrait pouvoir distraire une partie de ça pour développer de la capitalisation qui, sur le long terme, donne mieux que le péage, l'effet d'agence et la répartition. Mais ça ne marche que si tu as de la marge de manœuvre. Mieux que Lisnard, le maire. C'est lui qui l'a faite, cette loi Pacte, en plus, le maire. Pourquoi est-ce que je l'ai vu à la télévision? Pourquoi il ne dit pas à la télévision? Et au fait, je voudrais rappeler à tous les foyers fiscaux qu'il y a le PER, machin, parce que c'est le gros mot capitalisation. Exactement. Et que ça ferait souffler sur les et braises. aussi parce que, comme c'est pas lui qui est fondamentalement responsable de cette réforme et qu'il y a que des coups à prendre, je pense qu'il fait le service minimum. Il a fait une série de tweets perso, enfin depuis son compte officiel de ministre, hein, il a fait une série de tweets perso au moment de la conférence Borne, mais c'était vraiment il fallait qu'il le fasse pour des raisons évidentes de solidarité gouvernementale. J'ai pas eu le Pour moi, il fait le sentiment. service minimum. Voilà, j'ai pas eu le sentiment Il abîme pas son qu'il image avait à lui, l'intention il de la garde lier pour son après. projet personnel pour après avec cette réforme-là, quoi. On sait jamais. Ça va être terrible. Tu sais, Alors, un mot, on va pas y faire une heure, mais c'est vrai que partage du profit, ton grand truc, etc. et tout, effectivement. Mais alors, quand j'ai vu le truc, les salariés deviennent les premiers actionnaires de Veolia. Ouais. Je me suis dit, waouh! Ouais. Puis en fait, non, c'est quand même le capital de Veolia est ultra éclaté. Ouais. Et donc, ils ont 6,5% du capital. Ouais. Donc, juste 42% des salariés. Donc, Veolia, c'est groupe mondial, évidemment. Je crois que c'est 170 000 gars qui y avaient droit. 42% des salariés ont souscrit pour 243 millions d'euros, incluant l'abondement par l'entreprise. C'est significatif, ça, Oui, Jérôme? c'est pas mal. Tu sais, la France, on est champion de l'actionnariat salarié
salariés large dans les entreprises cotées en bourse. On en a 8 sur 10 qui proposent un plan large. Il y a 35 à 40% des salariés de ces boîtes-là qui sont effectivement actionnaires et ça représente 3,5% de la capitalisation. Donc ils sont exactement dans les clous, tu vois, en termes ils font partie des entreprises qui ont une culture d'actionnaire salarié très développée. Ils sont dans les clous en termes de taux de participation, un peu au-dessus, et ils sont au-delà de la moyenne des boîtes cotées bien françaises. au-delà, Dans la partie montant du capital, tu vois, tu peux comparer à 26 et 8%, etc. Donc ils font partie des boîtes qui ont vraiment une part de leur capi qui est entre les mains de leurs collaborateurs très significative par rapport à la moyenne des boîtes cotées. Oui, parce que c'est Veolia, c'est gros. Alors après, c'est des gens qui ont une culture d'actionnariat salarié très développée, c'est-à-dire qu'ils font des opérations régulières, et donc ça veut dire que si tu es salarié de chez Veolia et que tous les ans, tu participes à l'augmentation de capital réservé dans le plan d'épargne d'entreprise avec des cotes, avec abondement, etc. Tu as fait ça depuis 10 ans. Comme le cours de bourse, il a eu des hauts et des bas. Enfin, il a quand même fait plus de 200% ou plus de 220% en 10 ans. Et ben à la fin de la journée, ça peut représenter une part très significative de ton patrimoine. Les deux seules choses auxquelles tu dois faire attention, c'est évidemment prendre régulièrement ta plus-value pour pas te retrouver avec tout ton patrimoine financier sur uniquement l'action de ta boîte, quoi. C'est une question de diversification élémentaire. Mais bien entendu, toutes ces boîtes-là qui ont des opérations régulières, c'est prouvé statistiquement, même malgré les fluctuations des marchés, de leurs accidents éventuellement conjoncturels et tout, si tu participes tous les ans avec des cotes et abondements, tu fais une bonne affaire, quoi. Moi, je trouve ça des belles démonstrations que quand on explique clairement quelle va être l'opportunité, des salariés vont mettre de l'argent. Donc il y a une pédagogie, il y a la com interne, il y a des petits documents. Je vois ma femme qui a la même chose dans une grande banque française. Il y a un petit document qui est assez bien expliqué, ça a été réfléchi. Et puis en fait, tous les ans, et c'est l'autre dynamique de la retraite qu'exposait Jérôme juste avant, tous les ans on met, tous les ans. Et puis quand vous avez 20 ans, au bout d'un moment, ça fait un petit pactole. La puissance des intérêts composés. Et c'est la puissance des intérêts composés. C'est des maths, c'est juste des maths, donc c'est pas du complot, c'est des maths. C'est des maths. Donc, et c'est exponentiel. Mais c'est plus facile de communiquer en interne dans une entreprise que Google. Bon, alors en plus avec, rendons hommage à Antoine Frérot, qui est, alors Dieu sait qu'on s'est écharpés tous les deux sur ce sujet, mais si le terme patron social veut dire quelque chose, il est incarné par Antoine Frérot. La phrase « business of business is business » est une phrase qui le met en fureur. C'est certainement pas le seul but d'une entreprise, n'est certainement pas le profit et la rémunération des actionnaires. Toi, tu es d'accord, moi, pas trop. Mais non, c'est pour ça. Et Frérot, lui, et donc, en fait, il joint le geste à la parole, si j'ose dire. Voilà. Et alors, je vais juste donner un angle supplémentaire. Là, on parle de boîte cotée. On est champion du monde, d'Europe, de l'actionnaire salarié coté. Il y a le plan d'épargne, il y a les actions gratuites et tout. En non coté, on a fait x2 en nombre de boîtes qui proposent un accès à leur capital de façon un peu large à leurs collaborateurs, x2 en 5 ans. Alors, c'est encore que 9% des boîtes. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'une loi supplémentaire qui va venir un peu nous... Alors, ça veut dire que... Non, attends, il ne faut pas confondre l'actionnariat salarié et le partage de la valeur au sens flux financier, parce que la boîte fait du profit. L'actionnariat salarié, c'est pas pour toutes les boîtes. Quand tu as une boîte familiale avec oncle Roger et tante Germaine qui sont Bien au sûr. capital, et que celui qui dirige, il va aller voir en disant « je voudrais associer mes cadres », et l'autre dit « tu veux spolier la famille », tu vois, ça veut dire que la boîte n'est pas prête. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, il faut plus faire de la participation, de l'intéressement, etc. En revanche, la participation et l'intéressement peuvent donner lieu à un investissement dans la boîte si ça correspond au modèle économique. Et en termes de fidélisation, d'attractivité des talents, de transmission, c'est un levier extraordinaire. x2 sur les PME non cotées en 5 ans. Mais c'est là où on peut encore progresser en réglementation. J'essaye de m'en occuper à ma modeste mesure parce que je n'ai pas lâché le morceau et que je suis toujours un engagé de la cause, notamment en matière d'organisation de la gouvernance. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu puisses, dans une petite boîte, ne pas avoir tous tes salariés à l'Assemblée Générale. Il faut pouvoir avoir un interlocuteur qui les représente. Tu vois. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à obtenir pour le moment. Je me bats pour ça. En tous les cas, dans la pédagogie, tous ces systèmes, ils arrivent à effacer la notion de risque. Parce qu'en fait, l'entreprise abonde. Donc, quand vous mettez 1 000 €, l'entreprise met 500 ou 1 000 €. Ça dépend des abondements. Et ensuite, on achète des actions qui, généralement, sont discountées de 20 à 30% par rapport à la moyenne des 6 derniers mois. Donc, en fait, le sentiment de prendre du risque d'investissement est complètement... n'a pas disparu. Non, je suis d'accord, Nicolas, mais ça reste la concentration d'un patrimoine financier dans les actions d'une seule boîte. C'est de l'action et c'est les actions d'une seule boîte. Donc le risque n'a pas été évacué, il a été un parachute. Ça n'empêche pas la boîte de faire faillite ou de s'être complètement plantée, etc. Chez WorldCom, ça se passe mal. Alors, exactement. Donc c'est pour ça que nous... Ouais, mais tu peux pas prendre l'exemple de l'effondrement comme sauf qu'il y en a. Un exemple. Oui, non, mais il faut y penser. Et donc c'est pour ça, par exemple, que quand nous, on déploie des schémas d'actionnariat salarié en boîte non cotée, dans les boîtes sous LBO, etc., et qu'on a un milieu qui est très ouvrier ou employé,
avec des gens assez modestes, on fait attention à plafonner les souscriptions. Donc évidemment, il y a le parachute de l'abondement, de la décote, des actions gratuites, etc. Mais on fait attention à ce qu'il n'y en ait pas un tout d'un coup qui se réveille sans comprendre la notion de diversification et qui dit je vais prendre un Cofidis de 50 000 euros pour tout mettre dans les actions de ma boîte, c'est pas raisonnable, quoi. Donc on fait un peu attention. Bon, ben voilà. Intéressant. J'ai appris plein de choses aussi. Non, mais tu sais, bon, allez, non, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que, parce que je raconte pas. En fait, ma précédente entreprise, donc t'es à BFM Business, t'es quand même avec des gens qui sont informés, qui savent, etc. et tout. Et je sais plus quand c'était, 2010, quelque chose comme ça. Alain Veil, qui est aussi un patron très investi là-dedans, fait une augmentation de capital réservée. Donc pour effectivement, la boîte était cotée depuis 3-4 ans et donnait à l'ensemble des collaborateurs accès aux fruits du travail commun. Et elle n'a pas été souscrite en fait. Ah ouais. Alors qu'il y avait un sacré abondement, etc. Et enfin, je regardais mes collègues, je dis mais enfin les mecs, vous... Et il y avait une espèce de non mais moi j'ai vécu la même chose. De peur du risque, alors qu'on était... Enfin bon... C'est la peur du risque ? Ouais. Après, 5 ans après, Drahi nous rachetait à un niveau de dingue. Et je peux pas... Enfin voilà, la culbute, elle est historique. Mais c'est la perte du risque et puis surtout c'est une méconnaissance, un manque d'éducation totale sur le sujet. Moi, pour l'avoir vécu dans le cadre... pas là où j'étais, enfin... moi, dans un LBO avec... Des gars qui faisaient des émissions de bourse toute la journée. Ouais, Des émissions de bourse, des émissions de patrimoine. Jérôme Bédéian est presque plus à l'antenne que moi. Enfin, c'est un truc de dingue. Tu sais quoi, les journalistes qui font les émissions patrimoniales des bourses, si tu regardes la répartition de leur épargne, t'es effondré, quoi. Moi, j'en connais un certain nombre, toi aussi. Hein. Franchement, on les voit tous les jours, toi et moi. Hein, je dirais. La seule entreprise dans laquelle j'ai eu 100% de participation aux augmentations de capital réservé avec des cotés abondement, etc., c'était RS. C'était la tienne. C'était notre métier. Oui. Donc, moi, j'ai eu des boîtes où tu faisais abondement maxi, décote maxi, etc., et où tu as 70% de taux de souscription et tu te dis mais qui sont les 30% qui posent problème, quoi. Tu vois, et malgré une pédagogie bien faite, etc. Et donc voilà. On va faire une pause avant de... Non, je voulais juste parce que en plus il y en a parce que je vous avais noté un moment sur le plan politique, Bruno Le Maire installe clairement une petite musique. Ça va devenir un sujet. Hein, je vous le dis comme ça très rapidement. En fait, c'est parce que j'aime bien de temps en temps expliquer le fonctionnement de la presse. Vous n'avez pas dans la presse écrite, vous n'avez pas à proprement parler d'interview de Bruno Le Maire. Vous avez des papiers. Donc il y en avait un dans le Figaro la semaine dernière. Il y en a un dans Le Monde là qui sort ce soir. Des papiers d'ambiance où il y a des phrases comme ça qui sont dites. Si elles étaient dites en interview, elles seraient reprises flash AFP, Bruno Le Maire déclare la guerre à Emmanuel Macron, blablabla. Mais là, ça passe comme une lettre à la poste. Clairement, ça y est, la tension entre les deux est mise en scène. Voilà. On n'est qu'en 2023 quand même. Ça va être long. Putain. Parce qu'il y a Darmanin qui va venir derrière, je pense, sur le même scénario. Donc voilà. Ouais. Ça va être long. Ça va être long. On n'est qu'en 2023. Oui, mais c'est ce sujet. On en avait parlé ensemble. Moi, j'en avais parlé ici. Cette histoire de dire à un élu, tu es obligé de t'arrêter au bout de 2 mandats. C'est le verre est dans le fruit. Ça peut pas se passer autrement. On sait comment ça se passe aux États-Unis. Et le verre est dans le fruit. C'est forcément une catastrophe politique. Sur la petite musique de rigueur entre guillemets. Je trouve qu'il y a quand même il y a un peu de réalisme à avoir. Il va falloir qu'on apprenne à faire mieux avec moins bien. Oui, mais tu as vu ce que ça donne. Ça donne la scène de Macron qui arrive devant les boulangers et qui se paye le maire en disant « j'en ai marre des numéros verts, ça marche jamais ». Tu as des équipes qui ont bossé pour mettre en place ce numéro vert. Tu as des équipes dédiées derrière pour ce numéro vert. Et le président de la République, juste pour faire chier le maire, il flingue le truc, quoi. Non, quand les mecs commencent à gouverner avec les sondages, à se comporter, parce qu'il faut que leur sondage soit plus favorable que celui du camarade qui les conteste, etc. Là, pour le coup, le pays recule, ça c'est sûr. Bon, allez, on marque une pause. On repart donc avec les relais. Donc Bruno, je ne sais plus, il y a combien de temps que tu étais venu ? Il y a 1 mois ? Ouais. Je découvrais ça, je dois dire. Voilà, tu m'avais parlé donc de chat GPT. On va voir, parce que c'est ça qui m'a fait, c'est donc sur LinkedIn. Et donc maintenant, il y a des gars qui te font... Voilà. Donc il y a des gars qui te font le guide de l'utilisation de ChatGPT, et puis il dit actually, donc ça veut dire qu'il y en a eu avant, c'est le premier qui me tombe là, mais que lui considère qu'ils étaient nuls, et donc il y a des meilleurs guides maintenant pour utiliser ChatGPT. C'est un truc de fou qui est en train de saisir la planète, Bruno. C'est hyper puissant.
c'est toi qui m'avais alerté là-dessus la dernière fois qu'on en a parlé. Donc j'ai un peu découvert, mais ça venait de sortir, j'ai un peu découvert le truc. Et depuis, moi j'ai investi dans un certain nombre de startups. Il n'y a pas une journée sans que j'ai une de mes startups qui me dise « Ah bah tiens, maintenant, moi je m'en sers pour générer mon site web. » Moi, il y en a un qui me dit « Moi maintenant, je m'en sers pour remplir les dossiers de demande de subvention. » Sans déconner. Il fait la trame. S'il est capable de faire ça, alors. Non, ouais, il fait la trame. C'est l'étape ultime. Non, mais par contre, tu as toujours une bibliographie à faire à la fin qui est importante, 100% faite par ChatGPT. Les gens s'en servent de plus en plus au quotidien. Et du coup, hier matin, j'ai demandé dans mon entreprise, mais il y en a qui s'en servent et comment, et qu'est-ce que vous en faites? Il y en a 10 qui m'ont dit, moi je m'en suis déjà servi et je m'en sers. Mais donc, je rappelle que toi, tu travailles sur l'intelligence artificielle, Bruno. Ouais. Est-ce qu'il y a des gars, certains de tes ingénieurs, qui vont se servir de ChatGPT pour faire avancer tes propres travaux? Là, on serait dans un... Oui, c'est-à-dire, il y en a qui me disent qu'il s'en sert pour générer du code. Tu peux générer du code. Ouais. Et donc, tu dis, voilà ce que je veux que ça fasse exactement. Et puis, il te génère du code. Alors, en général, il n'est pas très bon, le code. Donc, après, il faut que tu modifies, que tu complètes. Mais tu as déjà une trame, tu as quelque chose. Donc, tu accélères vachement ton efficacité. Il y en a un autre qui m'a dit, et je trouve ça vachement bien, il faut faire très attention. Parce que ce truc peut dire des conneries, mais très intelligemment. Ouais. Et ça dit des conneries, parce que ça C'est fait de la tout le statistique. sujet, ça. Ouais, et donc c'est ça te dit des conneries, parfois, mais très intelligemment, et donc tu les vois pas. Et donc il faut faire vachement attention. Mais oui, ça va transformer énormément de choses. Mais tu nous avais dit, moi tu es d'elle, tu nous avais dit, attention, la dépense énergétique doit être phénoménale. Ah ouais. 175 milliards de coefficients. Et il a fallu entraîner ça sur la moitié du web à peu près. Mais personne ne sait ce que ça veut dire, 175 milliards de coefficients. Rappelle, dis, parce que tu avais trouvé, en fait, tu disais, sur un outil d'intelligence artificielle classique, c'est combien de coefficients? Sur un outil d'intelligence, on va dire, tu as quelques millions de coefficients. Voilà. Et il y a une étude du MIT qui avait fait ça il y a 3 ans. Grosso modo, pour calculer ces coefficients bien comme il faut, ça te coûte 500 kilowatts et ça t'a une empreinte carbone l'équivalent de 5 bagnoles pendant l'ensemble de leur durée de vie. Là, tu as 175 milliards de coefficients, c'est-à-dire tu as 20 000 fois plus de coefficients. Donc ce truc a dû coûter une fortune en énergie. Mais ils l'ont dit. C'est-à-dire OpenAI, le patron d'OpenAI dit, bon, je vois que vous vous amusez tous, et il va falloir qu'on le fasse payer parce que ça nous coûte une blinde. Bien sûr. Il l'a dit comme ça, d'ailleurs. Mais pour le moment, tout le monde s'amuse, mais on commence à s'en servir en vrai. Ça va changer notre façon de développer, d'écrire des bouquins, des articles, des trucs. On va écrire des choses, et notre métier va être de modifier, enfin notre action va être de corriger, adapter, compléter, mais l'essentiel du travail sera fait comme ça. La jurisprudence, ça fait longtemps qu'on dit que l'IA va changer la jurisprudence, la recherche de jurisprudence dans les cabinets d'avocats. Ça y est, avec ça, c'est fini, il te fait une synthèse, tu vois. On y est, quoi. Cet outil est incroyable, change incroyablement. Pour la première fois, tu as le sentiment d'y être, tu vois, parce que tu as eu le web qui fait qu'on n'avait plus besoin d'avoir la mémoire, de retenir les choses, puisqu'on sait que Google peut nous les trouver. Bon, ensuite, on a eu les réseaux sociaux, on s'est dit peut-être que ce ne sera plus la peine de voir les gens en vrai. Et la visio, d'une certaine manière, avec la pandémie et tout. Et là, aujourd'hui, tu te dis, finalement, ça va réfléchir à ma place. C'est vrai que c'est un peu vertigineux. Maintenant, la techno, elle est là. Alors Bruno te dirait, ça ne va pas réfléchir. Ça va reproduire la meilleure réflexion émise. Non, ça va réfléchir, ça va pas le faire à ta place, ça va réfléchir. Enfin, c'est pas de la vraie intelligence. Voilà. Mais ça fait comme si. Donc après, ça devient subtil. Ça va aller chercher la réflexion la plus pertinente sur le sujet et te l'apporter. Pas forcément la plus pertinente. Ça va te faire une synthèse de la réflexion sur le web. Un exemple très précis. C'est différent. J'ai un exemple très précis à donner. Il y a quelqu'un qui a joué, a posé la question à ChatGPT de Nantes est-il en Bretagne Non, mais... Excellente question. Et le truc sort une copie parfaitement argumentée avec des arguments pour, les principaux arguments contre. Donc moi, mon idée après avoir lu ce que ChatGPT a fait comme réponse à cette question, c'était je suis capable de soutenir un débat. Je connais, Rémi, si tu as une thèse, tu peux soutenir, tu connais les arguments, les contre-arguments que tu dois opposer à ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sur le sujet, mais ça t'a extraordinairement préparé ta négo, quoi, ou ta discussion. Mais ça n'a pas résolu la question. Le danger, et c'est là où il y a un petit vertige quand même dans ce truc-là, c'est si on nourrit ce truc-là avec des biais, et où là, tu peux manipuler des millions de personnes. Et c'est là où pour moi, il y a un risque anthropologique majeur avec ce truc-là. Mais comme la techno est là, il va bien falloir qu'on apprenne à vivre avec, qu'on apprenne à nos enfants à s'en servir, à avoir du recul dessus. Attends, vas-y, Nicolas, ton avis. Moi, je trouve que c'est la
première application grand public. Tu t'en sers, toi? conscient. Alchemy s'en sert? Ouais, un petit peu. Où on est conscient. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, c'était un peu un concept. C'était soit très B2B, soit derrière des algorithmes, comme on les a dans la pub, ou ce genre de choses. Mais on ne les avait pas en version assistant. Là. Et là, on a un chatbot qui devient assez smart. Et ce que je trouve être la vraie transformation, c'est que chacun teste. Et ce que tu me révélais, c'est qu'il y en a plein sur Twitter, c'est qu'en fait, tous les cas d'usage sont en train de remonter. Donc, tu vois des étudiants ici, tu vois des cabinets d'avocats, etc. Exactement. Et là, d'un seul coup... Et ça va donner des idées à ceux qui ne le font pas encore. Exactement. Et ça devient infini. Et en fait, c'est les cas d'usage qui sont en train d'arriver sur la table, qui vont donner aussi des quantités d'idées de boîtes à créer, etc. Parce qu'à partir du moment où tu es plus productif, à partir du moment où tu peux rendre des services, bah, tu peux lancer des modèles économiques. Moi, aujourd'hui, je serai avocat, tu vois que tous tes petits juniors qui te préparent des synthèses, des fiches, etc., bah, ça va plus vite, ça va te coûter beaucoup moins cher. Donc même s'il y a un modèle... On va voir combien ça va coûter. On va voir, parce que oublie pas ce que nous dit Bruno sur la dépense énergétique et, voilà. À un moment, il va falloir qu'ils rentabilisent le truc. Ça va s'améliorer petit à petit. Non, bien sûr qu'ils vont le rentabiliser, ils vont faire payer, mais ça sera. Et ils peuvent faire payer cher quand même. Ah bah oui, mais si tu supprimes 3 juniors dans un cabinet d'avocats, tu peux dépenser 2 000 € par mois pour avoir accès à ChatGPT, ça marche, hein. C'est Ça va sûr. plus vite. Ne fais pas un dessin sur les journalistes. Moi, il y a un truc qui me sidère là-dedans. J'ai envie de dire, c'est la courte vue de beaucoup de gens qui réagissent par rapport à ça. C'est-à-dire, tout ça, c'est inscrit dans le chemin qu'on était tous en train de suivre avec la technologie. On savait que ça allait arriver. On savait que les médecins vont disparaître, le diagnostic médical va disparaître parce que c'est infiniment mieux fait par Dieu. Un jour, peut-être pas aujourd'hui. On savait que les avocats, la justice, etc., on savait que les journalistes, il y a plein de choses qui vont dire. C'est inscrit dans les évolutions de la technologie. Et à chaque fois, on tombe des nues en disant c'est effrayant. Moi, c'est ça que je comprends pas, c'est la courte vue de tous ceux qui commentent. Il y a un truc qui est sorti aussi il y a très peu de temps, c'est Microsoft qui a sorti un outil de reproduction de ta voix. C'est-à-dire qu'il peut enregistrer à partir de 3 secondes de ta voix, enregistrée, à partir de 3, il est capable de te régénérer tout ce que tu peux dire avec émotion, etc., avec exactement ta voix. Plus possible, 3 secondes de voix. À partir de 3 secondes, un échantillon de 3 secondes. Il est capable. Et donc les gens disent, mais ça va être effrayant. Mais tout ça, c'est évident que ça allait arriver, c'est en train d'arriver depuis des années, on le voit. Et tout ça va arriver, on aura des ordinateurs plus puissants que des humains, on aura des machines qui réfléchiront mieux que nous, etc. Et donc ça pose des vraies questions, parce que ça va créer des tas de nouveaux jobs et des nouvelles boîtes, t'as raison, mais ça va en supprimer 10 fois plus. Bien sûr. Parce que le paradoxe quand même, on le rappelle, c'est que tout ça donc, vient de l'envie d'Elon Musk, de Peter Thiel et de 2-3 autres gars, de justement garder le contrôle de l'intelligence artificielle dans la polémique. Non, tu crois pas à ça? C'était ça qui était au départ. C'est on va investir massivement là-dedans. Moi, j'ai pas cru. Moi, cette histoire-là, à l'époque, mais je te l'avais déjà dit, elle me fait penser à ces quelques pays qui ont des armes nucléaires, qui savent, et qui un jour ont appris à faire des simulations numériques. Et ce jour-là, ils ont dit, bon, le nucléaire, c'est trop dangereux, maintenant, plus personne, on interdit à tout le monde, c'est beaucoup trop dangereux le nucléaire. Et on se garde ça pour nous. Moi, j'avais interprété ça comme ça. C'est pas con. Il y a deux sur le filtre pour la voix, là, ça me fait penser que c'est déjà utilisé pour les fraudes au président. Hein. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui n'a pas... Ah oui, puis ils n'ont même pas besoin de filtre. Donc il y a des cas d'usage qui vont être intéressants. Non, moi, ce qui me semble intéressant, je me suis réveillé en me disant, finalement, ChatGPT, c'est le moteur de recherche ultime. Et donc là, tu dis, ça va peut-être modifier complètement nos comportements, et demain, plutôt que de googliser un truc, on va peut-être ChatGPT. Alors, c'est ce que je lis, ça, c'est sûr. Alors, il se trouve que Microsoft est partie prenante de toute cette histoire. Pour Bing. Et que la grande angoisse, effectivement, nous dit-on, hein, c'est ce que je lis, moi, je n'ai pas discuté avec Larry Page, la grande angoisse de Google, c'est justement le saut de grenouille, le leapfrog sur le moteur de recherche. Mettre les bouchées doubles pour faire la même chose en propriétaire Google. C'est ce qu'on dit. Le sujet, puisqu'on aime bien en parler ici, c'est finalement, ça arrive encore de l'autre côté de l'Atlantique, et pourquoi c'est pas sorti de chez nous, quoi. Parce que d'un point de vue techno... Parce que Bruno travaille pas assez vite. D'un point de vue techno, je me dis ça tous les matins. Peut-être tout simplement pas assez. On a toutes les compétences d'un point de vue techno. Hein. Enfin, je pense que les gars, c'est smart en maths, etc. On les a. L'histoire, là, c'est qu'on est en train de parler d'une centaine de millions de dollars d'investissement, donc on n'était pas non plus sur les milliards tels que Google les a, mais ça révèle bien qu'il nous manque l'audace européenne de voir les choses en grand et de changer à ce niveau-là. C'est compliqué de résumer ça à l'audace qui manque, hein, parce que tu as beaucoup des Européens qui vont faire ça aux États-Unis. Donc l'audace, on l'a, puisque c'est nous qui allons le faire là-bas.
Aussi. Oui, mais Donc c'est pas une question d'audace, c'est une question, on n'a pas un marché qui fait qu'une fois que tu as une idée, il faut la rentabiliser. T'as pas des investisseurs qui te suivent à la hauteur d'une capacité à prendre des paris en mettant 10 milliards de dollars sur la table, ou des milliards. Pour moi, c'est pas une question d'audace. Hein. C'est l'audace financière, c'est 100 millions, mais là, il y a la suite, c'est de pouvoir lancer un truc sans se poser la question encore de la façon dont on va le rentabiliser. Oui. Il nous manque, c'est ça que j'appelle l'audace, c'est ça qui nous manque, parce que, et on a la substantifique moelle, parce que pour le coup, on n'est pas en train de se battre contre Google, quoi. Donc c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à sortir de chez nous, quoi. Alors ça, T'as raison. C'est comme, je vais dire n'importe quoi, hein, mais ça me fait penser à Montpellier, champion de France de foot face au Paris Saint-Germain du Qatar. C'est-à-dire, à un moment, c'était possible. Et là aussi, c'était possible en fait de se battre contre Google, et on l'a pas fait. Non. Mais pour toi, c'est une profondeur de marché et à un moment une capacité à casser vraiment la tirelire. il y a un moment donné, il faut prendre des paris. Et c'est une question de prendre des paris. C'est-à-dire, on prend un pari sur un truc un peu fou. Et pour ça, ça suppose d'avoir des milliardaires ou des gens qui ont un paquet de pognon qui prennent le pari à être personnel. Ouais. Parce que quand tu le fais pas à titre personnel, tu rends des comptes à des mandants, tu es obligé d'être rationnel. Mais on le voit même au niveau européen. L'Europe ne prend que des décisions rationnelles. Niel aurait pu faire ça. Ouais. Enfin, j'en sais rien. Hein. Non, mais il aurait pu. Il aurait pu, mais bon. Non, parce que je cherche l'équivalent de Peter Thiel, de Elon Musk. Et donc il y a Bernard Arnault, il a autre chose à faire. un truc qui est mis en place par Macron, en l'occurrence, qui est France 2030, qui est un moyen génial. Enfin, il met 54 milliards sur la table, piloté par Bruno Bonnell, soi-disant. Et le but de tout ça, c'est de dire, nous aussi, on va prendre quelques paris, en sachant qu'il y en a la moitié qui seront perdus, on aura jeté l'argent par les fenêtres, mais ceux qu'on aura gagnés nous auront permis de changer. Mais laissez pas du tout le fonctionnement que tu appelles de tes voeux. C'est-à-dire, là, pour le coup, des comptes, il va falloir que tu en rendes. Hein. Ouais. Là, pour le coup, tu auras besoin de ChatGPT pour remplir l'ensemble des reportings qui vont te demander en long, en large et en travers, et la région, et le truc, et le bidule, et le machin, et l'ADEME, et je sais pas quoi. Plus un truc qu'un entrepreneur richissime qui prend des paris comme ça n'a pas, qui est le biais de confirmation. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'un entrepreneur comme ça, il est capable, au bout d'un moment, de couper, prendre sa paume. Alors qu'une technostructure avec reporting, comité de pilotage, comité stratégique, machin, elle va avoir tendance à prolonger la vie artificiellement du truc avant de se dire, OK, cette initiative, on avait compris notre risque, on coupe. Il y a eu une réunion à l'ambassade de Berlin franco-allemande, justement pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour les startups, pour les différents sujets sur la techno. Il y avait une table ronde sur l'IA, une table ronde sur le quantique, il y en avait 3 ou 4 comme ça. Et nous, on a fait un tour de table sur la table ronde sur l'IA, et il y avait quelqu'un qui était l'animateur de ça. On n'avait que des startups autour de la table et 2 fonds d'investissement. Et les questions de l'animateur étaient orientées en disant, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de recrutement, parce qu'on a des problèmes de recrutement et de payer les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les problèmes de réglementation. Et unanimement, on a dit, mais on n'a pas de problème de recrutement. Vous imaginez que, parce que c'est facile à régler pour vous, ou j'en sais rien. C'est pas ça notre sujet. Et on veut pas de réglementation pour le moment. La réglementation, il faut la faire après, pas avant que les sujets apparaissent. Et par contre, en Europe, on a un truc, on est les meilleurs en sciences. C'est la meilleure science du monde, elle est européenne. Capitalisons là-dessus, plutôt que d'essayer de compenser les trucs où on est moins bon. Utilisons ça, investissons là-dessus, aidons des trucs autour de la science. En Europe, on est les meilleurs en science. Alors tu vois, pour revenir un peu quand même sur cette notion d'audace, tu le vois dans le traitement médiatique de ChatGPT. Donc tu vas sur les réseaux sociaux, partout tu as des Américains qui t'expliquent comment tu vas pouvoir l'exploiter au mieux et où sont les opportunités. Et puis tu te tournes vers la presse, principalement française, que celle que je lis. C'est le risque, le professeur qui s'est fait pirater par ses élèves. Elle n'est pas claire, cette histoire qui s'est fait pirater par ses élèves. J'ai l'impression que le gars... J'ai l'impression qu'un truc qui est clair, c'est qu'il y a des élèves qui essayent. Ça. Mais attends, juste parce que j'ai une petite vanne. Le prof, je me suis dit qu'il a peut-être posé la question à ChatGPT, qu'est-ce que je dois faire pour faire parler de moi ? Et le mec lui a dit, sois le premier prof. Tu vois, voilà. Pardon, je referme ma parole. Tout ça, c'était pour souligner que dans la presse, ça va être le risque de destruction d'emplois, le risque de se faire pirater tel ou tel savoir, comment on va réguler finalement la création par ChatGPT, ça appartient à qui les droits, etc. Donc nous, on est déjà dans notre façon de penser en train de réguler un truc qui n'est pas né, et alors que les autres sont tous en train de se dire comment on va être plus productif, on va être plus créatif, on va être plus performant. Et donc là, on a quand même 2 façons de penser qui s'opposent et qui contraignent quand même. Sous l'angle anthropologique, moi je me suis dit, qu'est-ce qui reste une fois qu'il y a ça, tu vois, et que ça tourne et que tout le monde l'utilise et tout. Je me suis dit, en fait, il reste quand même à l'être humain la capacité à inventer à partir de rien.
Tu vois, c'est la créativité pure, quoi. Oui, mais, Mais- il reste tout. Oui. Non, mais tu vois, Tu vas nous amener sur des Mais sujets c'est pas parce que philosophiques, là. les jeux d'échecs électroniques jouent mieux aux échecs que n'importe qui et battent n'importe quel humain qu'on a arrêté de jouer aux échecs. C'est pas parce que tu as des pianistes. Oui, mais c'est un loisir. Ce qui veut dire, c'est Ouais. c'est dans la création ouais. Bah, ils t'en- marchande. L'équivalent. Enfin, non, moi, je sais pas. Non, il mais reste plein de attends, trucs. tu sais, moi je suis un incorrigible optimiste. De toute façon, la techno, elle est là. Donc on va apprendre à l'utiliser, à vivre avec. Et on va, Moi, j'espère, hein apprendre à nos enfants. Au lieu de leur dire t'as pas le droit à ChatGPT, on va leur apprendre à l'utiliser intelligemment. Tu vois. Alors moi, je vois un truc pour faire une synthèse de ce qui vient d'être dit. Je vois quelque chose d'hyper positif là-dedans. C'est que Google, qui était la boîte indétrônable, qui était plus puissante qu'un pays, etc. Et oui. Là, avec une évolution qui a pris 1 an à faire, grosso modo, on commence à dire, putain, il y a peut-être quelqu'un qui a un Google Killer Oui. dans la main. Et alors, ça, j'adore. Voilà. Et donc ça, je me dis, voilà, on peut faire des choses comme ça, même en Europe et même. Voilà, Parce donc que ça tu vois, laisse je suis en train de lire le bouquin de Carlos Purasanta, il s'appelle, qui est l'ancien patron de Google, l'ancien patron de Microsoft en France. En Europe d'ailleurs aussi, puis qui maintenant a basculé, et qui donc raconte des choses intéressantes, parce qu'il a le droit de dire la vérité quand même. Et, et notamment, il dit, dans le cloud, tout ce qu'on a mis, la masse de Microsoft, on n'arrête pas, on n'arrive pas à rattraper Amazon. On n'y arrive pas. Et il en tire comme conclusion, c'est très intéressant d'ailleurs, que les hyperscalers, exactement ce que tu viens de dire, en fait sont irrattrapables. Et boum, ce truc émerge. Exactement. Et Oui, il mais c'est de la par terre. rupture. C'est de la rupture. C'est-à-dire que Facebook n'était pas rattrapable, et puis boum, il y a TikTok qui repense autour de la vidéo et qui les met à genoux. Là, nous, on en était encore. Est-ce que Quant peut devenir le Google? Je crois que même encore il y a quelques mois, on débattait de ce genre de choses. Ben non, c'est de la rupture. Voilà, c'est avec. ça. Et donc, on a cette capacité créative, nous, d'avoir cette rupture. Mais il nous enfin, je sais que tu n'es pas fan du mot, mais moi, je remets dessus. Il nous manque l'audace d'en faire, d'avoir l'ambition de se dire, bah, cette rupture est capable d'aller déstabiliser un géant. Et Google, ça se trouve, ça va aller très vite quand même. Si ça cartonne, en 1 an ou 2 ans, ils sont à genoux. Moi, je me souviens de la couverture du Time en 2007. Nokia, 1 milliard de clients. Qui peut rivaliser? Qui peut? Disparu. Oui, Mais c'est ce que tu dis. Il faut surtout pas essayer de rattraper quelqu'un sur son terrain. C'est toute ta démarche. Mais oui. Toute ta démarche sur l'IA. Mais c'est vrai sur tous les trucs. Ouais, un mot, parce que je veux qu'on parle de tes robots. Non, quand mais même. c'est intéressant. Et du coup, les sinistres industriels, ils sont maintenant désormais avec cette contestation qui peut naître juste de l'intelligence humaine au départ. Il faut quand même le dire. C'est les mecs qui essayent de programmer ce truc-là. Les sinistres industriels sont à la taille du mouvement de concentration qu'on vit. C'est-à-dire que tu peux avoir une position ultra dominante, monstrueuse, tu as tout pris, tu es assis sur le marché. Et bien, quand même, le capitalisme, ça fonctionne. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive avec une technologie de rupture qui va faire que ta position dominante, poum. Alors, exactement, enfin, c'est parfait en complément de ce que tu disais, Nicolas, autour des robots. Donc, c'est une histoire. Donc, Bruno était avant le fondateur d'Aldebar en robotics. Il a fait, il y a combien de temps, Bruno Nao? C'était il y a 15 ans 2006, le premier. 2006, ouais, bon voilà, je m'étais pas gouré, ouais, c'est ça, voilà. Et là, j'ai vu, alors c'est un petit bouquin, il est venu nous voir, Rodolphe Bonas, qui édite ce bouquin 40 innovations retail, je vous en présenterai une autre d'ailleurs demain. Un truc que j'ai trouvé complètement dingue, donc c'est au Japon. J'ai l'impression que c'est ton robot Pepper, donc le deuxième que tu as fait. Il y ressemble en tout cas furieusement. Il ressemble beaucoup. Et donc Rodolphe nous racontait ça dans ce café au Japon. Des robots te servent, il n'y a que des robots qui te servent et qui sont contrôlés par des handicapés qui sont chez eux. Donc qui n'ont plus besoin de se déplacer avec l'ensemble des contraintes que ça implique. Parfois même d'ailleurs, certains d'entre eux ne sont pas au Japon. Et donc tu te retrouves là. C'est tout le contraire de ce qu'on pouvait prévoir sur les robots, ça détruit de l'emploi, machin bidule et tout. C'est tout le contraire en fait. Ça permet une inclusion incroyable de l'ensemble de ces gens qui ont un mal fou à trouver leur place dans la société et à trouver un travail. Je trouve que c'est une histoire incroyable. Je voulais absolument que tu sois au courant de cette histoire parce que tu n'étais peut-être pas. Non, je n'étais pas au courant de celle-là. Voilà. Et c'est quand même le cœur de tout ce que tu fais, Bruno. Donc je trouve ça, voilà, c'est assez formidable. Nous, pendant un moment, c'était le travail de Pepper, donc le robot qui est plus grand, qui fait 1,20 m, et dont l'essentiel, dont l'objectif, c'est d'accueillir des gens dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les trucs, etc. L'essentiel, c'est ça. En fait, l'objectif financier, c'est que ça crée un trafic qui n'existe pas autrement, juste parce qu'il y a le robot, et qu'après, ça permet de faire des ventes, etc. Donc le chiffre d'affaires rentabilise largement le fait d'avoir des robots. Et le sujet, c'était que le robot interagisse avec des gens. Donc il y avait des systèmes de traitement de texte, de reconnaissance vocale, mais ça marchait très mal parce que tu avais toujours 15 personnes devant le robot. Et on s'est posé la question pendant un moment en disant, mais on va signer un deal avec des gens, alors à l'île Maurice pour la France, en Inde pour l'anglais, etc., qui seront derrière et puis qui réagiront. Et dès que le robot a une difficulté à comprendre, tac, il y a quelqu'un qui prend la main. Ouais. Et donc,
c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Et si c'est faisable, ça sera fait. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, ça se fait comme ça, et je trouve ça vachement bien. Merveilleuse Maintenant, histoire. je trouve ça hyper bien pour les handicapés, très bien. Et puis pour peut-être des personnes âgées aussi, peut-être, je veux dire, ça ouvre des tas de possibilités. Mais je crois quand même que le solde net en termes d'emploi, il diminue. Hein. On verra. Parce que ça économise beaucoup d'emplois dans le restaurant en question. Oui, mais c'est quoi le sujet des restaurants? Oui, oui. Et ça va être de quoi de plus en plus? Mais bien sûr. Voilà, c'est que personne veut faire un double shift à 20h, à 8h du matin, etc. et tout. T'as plus besoin. Ouais. Tu restes chez toi. Il faut encore que les robots progressent. Hein. Il faut que les robots progressent, ok. Mais je trouve que l'histoire ouvre un champ qui est justement ce que disait Nicolas, plutôt que d'avoir peur, qui est un champ de conquête absolument passionnant. Voilà. Il va lui manquer la petite serveuse. Il va te manquer la petite serveuse. Moi, ce que j'avais poussé, parce que j'avais failli investir dans un restaurant qui faisait des pizzas automatiquement avec des robots, etc., etc. Et une des grandes discussions qui fait que j'ai pas investi, c'est que pour moi, la logique, c'était on automatise tout, on met des robots, et il ne reste des humains que pour l'accueil, que pour la petite serveuse, ou le serveur, enfin que pour le côté humain. Et à la limite, il faudrait prendre des clowns, des chanteurs d'opéra, enfin voilà, faire un truc. Et toute la partie purement service, celle-là, elle est sous-traitée à des robots. Juste pour en avoir alors directement discuté avec Yannick Aleno, qui est lui alors vraiment une énorme réflexion sur l'évolution des métiers de service, c'est un vrai sujet, la serveuse. C'est un vrai sujet. Parce que la serveuse que tu lâches à la sortie du restaurant à 1h du matin, pour qu'elle rentre chez elle, c'est un vrai sujet. Donc si tu peux en plus faire un peu d'économie à droite à gauche pour qu'elle puisse rentrer chez elle dans de bonnes conditions, ça fait partie du truc. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, absolument. Ouais. On termine avec quoi? Terminons avec, puisqu'on en parlait ensemble, j'ai appelé ça Startup Stories. Mais donc, on avait eu notre conversation là, sur la volonté du gouvernement de mettre en bourse des licornes. Et il y a eu donc cette stat dans les Échos. Moins d'un quart des sociétés en bourse depuis 2014 cotent au-dessus de leur prix d'introduction. Donc ça, c'était le 5 janvier. Je ne sais pas ce que ça en est avec le petit rallye qu'il y a eu là. 139 sociétés. L'étude ne prend en compte évidemment que celles qui sont encore cotées, pas celles qui ont fait faillite ou qui ont quitté la cote. La performance dépend de la taille. 93% des entreprises dont le cours est inférieur à celui de l'introduction capitalisent moins de 500 millions d'euros. Ça veut dire que pousser des licornes à aller en bourse, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Tu me poses la question parce que moi je fais partie des 75%. Tu fais partie des 75%. Mais en fait, la bourse, c'est un phénomène amplificateur. Donc amplificateur à la hausse et amplificateur à la baisse. Donc quand on vend à la bourse un projet qui est linéaire et que vous livrez, vous vous retrouvez avec des valorisations positives et c'est super. En revanche, au moment où vous décrochez, contrairement au private equity, vous détruisez la confiance et la confiance, elle génère une spirale négative de défiance qui est très difficile et qui est, moi je dirais même impossible à remonter compte tenu de la taille de la boîte. En fait, sur des boîtes comme Alchimie, vous avez 25% de flottants. Et donc, on valait centaines de millions d'euros au début. Et puis, à un moment donné, il y a la défiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux phénomènes. D'abord, votre flottant est petit, donc en fait, vous avez de moins en moins d'échanges d'actions, donc vous ne pouvez plus rien faire. Puis la deuxième chose qui est hyper importante, c'est les études. Et donc, en fait, il n'y a plus personne qui vous suit. Parce que quand vous avez des grosses boîtes, vous avez des papiers qui sortent, là, ils vont sortir un truc extraordinaire, allez-y, ça va changer le modèle économique, ça crée le buzz. Et sauf que quand au bout d'un moment, vous n'avez plus personne qui vous suit, si ce n'est les banques qui vous ont introduites, mais vous n'avez plus trop envie de les suivre à ce moment-là. Et donc là, vous êtes collé, vous êtes complètement collé. Et donc la bourse, c'est un peu à double tranchant. Je pense que c'est formidable pour les startups parce que c'est le moyen d'accéder à du capital supplémentaire, du capital à un bon prix. Tu continues à le penser. Oui, et de grandir. Mais effectivement, il y a une taille critique, il y a une maturité critique, il y a un business plan critique et il y a quand même une tendance à essayer de bourrer aux hormones les boîtes et les rendre fragiles et quand ça se retourne, c'est plié. Mais nous, on a vécu le retour de bâton, quoi. Ouais. Je peux rajouter un truc. Je t'en prie. Je suis actionnaire, je suis associé avec des gars qui dirigent une boîte qu'ils ont montée qui s'appelle ID Midcap, qui fait de la recherche equity, small et midcap. C'est le leader européen, etc. Et en fait, j'étais chez eux ce matin, avant de venir. Ils me disaient que l'année dernière, il y a eu 14 intros en bourse sur Next Growth, là, et qu'en fait, c'est 600 millions de chiffres d'affaires cumulés. Et pendant ce temps-là, tu as des retraits de la cote de boîtes de plusieurs centaines de millions. Ouais. Et donc, tu as un sujet de taille critique. En fait, ils me disent, si tu enlèves... Et ils disent quoi? Ils disent c'est trop petit. Non, mais ils disent dans les 14, il y a
12 boîtes, c'est du capital risque pur et dur. Ouais. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui font quelques millions ou pas de chiffre d'affaires. Et donc, c'est des gens qu'on n'a pas trouvé dans le private equity, quoi. Et donc, tu as un sujet de modèle économique, de maturité, de capacité à avoir prouvé. Oui, mais aussi, ça donne raison à Nicolas quand il dit que c'est aussi un accès au marché large, pas trop cher, si tu veux. Alors, après, et donc qui peut être utile. Voilà, oui, on est après, il y a un autre angle, qui est l'angle de la recherche. MIFID, donc la directive européenne sur les instruments financiers, etc., la modernisation des instruments financiers, a tué la recherche. Parce qu'avant, la recherche était financée par les courtages. Ouais. C'est-à-dire que c'est dans ton prix de brokerage que ça te permettait de dégager une marge qui te permettait de payer bien tes analystes. Aujourd'hui, tu as dû séparer les trucs, et donc, en fait, tout le monde se fait rançonner sur la recherche, tu n'as plus de modèle économique dans la recherche, et du coup, il y a beaucoup moins de code qui est suivi. Tu as une analyse qui est de moins en moins pertinente, de moins en moins... T'as un avis là-dessus, Moi, le Bruno ? seul avis que j'ai, c'est un copain start-upper, patron d'une boîte, enfin, d'une toute petite boîte que tu connais dans la techno et dans la robotique, qui s'est coté en bourse, qui s'est introduit en bourse, et il m'a dit Bruno, fais jamais ça. Ne t'introduis jamais en bourse, parce que si la boîte n'a pas une taille vraiment suffisante, tu vas passer ton temps à devoir rencontrer des petits analystes juniors qui vont te demander des comptes, te casser les couilles avec des sujets de détails, des mauvaises questions, ils comprennent rien au truc et tout. Aldébaran, Tu t'as vas jamais pas été tenté. supporter. Donc, parce que Non, je l'ai j'ai pas dit, jamais c'est été racheté par SoftBank, à l'époque où SoftBank faisait des paris utiles. Ça a été racheté par SoftBank, ça a été revendu au distributeur allemand qu'on avait, qui a repris le nom Aldébaran d'ailleurs. Mais t'as jamais été tenté de... Non, mais moi, je reste aussi positif. C'est la pour bourse. conclusion. Je reste positif pour la bourse, pour tous les épargnants, parce qu'en fait, le private equity, comme il dit, c'est private. Donc, toute la création de valeur qu'il y a eu ces dernières années, elle se fait entre quelques personnes qui captent toute la richesse. Donc, de pouvoir ouvrir à n'importe quel épargnant et de pouvoir participer à ces aventures industrielles, c'est quand même aussi extraordinaire. Ceux qui ont investi dans Tesla au début, aux États-Unis, ils s'achètent plusieurs Tesla grâce à leurs actions. La même chose pour Amazon, etc. Donc, il faut à un moment donné, c'est un bon système de redistribution, sauf que, oui, il y a quand même des plantages, mais dans le tas, il y en a qui vont arriver. On arrive à ce stade-là, on a commencé à faire nos licornes en 2022, on était dans l'amorçage, etc., il y a quelques années. Là, on est en train de débarquer sur la bourse et on va faire sortir des belles pépites dans les prochaines années. Ça prend du temps, tout ça. Et il faut une bonne recherche. Et donc il faut se réintéresser. Non, mais c'est ce qu'il disait. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait un peu de dynamisme autour du titre, quoi. Et en tout cas, de la recherche ou faire de la presse. Voilà, on appelle ça comme ça, faire de la presse. Non, mais justement, on n'a pas le temps, mais juste un mot, puis vous le verrez. C'est vrai que l'histoire d'Opium, là, que j'ai découvert la semaine dernière dans les Échos, où tu fais, nous-mêmes, on avait raconté d'ailleurs, l'histoire du gars qui dit en 2035, 2025, je fais la première voiture à hydrogène, j'ai le Crédit Agricole qui m'en commande 10 000. Et puis tu découvres qu'il n'y a plus de trésor, il y a à peine de quoi payer les salaires, qu'ils sont en train de virer la moitié des salariés. Et donc oui, mais ça, tu ne peux pas avoir un point de vue comme ça là-dessus. Tu ne sais pas s'il a mal géré le truc, s'il a eu les yeux plus gros que le ventre. Si non, c'est juste tout le sujet de la publicité, de faire de la presse. Ouais. Et ça veut dire qu'à un moment, tu t'exposes. Ouais. C'est ça. Et donc tout le monde va aller voir en fait la vérité de ce qui se passe. Voilà. Alors que peut-être que tu aurais préféré gérer ça discrètement et pas avoir une pleine page dans les Échos, une pleine page dans le Figaro ce matin, etc. Voilà. C'est l'essence même du capitalisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, tu as l'AMF aussi. Tu ne fais pas n'importe quoi quand tu es dirigeant. Là, je ne connais pas le cas. Mais ils sont cotés depuis longtemps. Voilà. Mais nous, quand même, tu publies plein de trucs. Tout est bordé. Tu racontes pas n'importe quoi dedans. Mais il ne faut pas qu'à travers ce qu'on a dit, on donne l'impression qu'ils ont mal géré la boîte. Non, là, je ne me permettrai pas. C'est pas le sujet. Absolument pas. Je me permettrai pas. Bien au mieux. Non, je me permettrai pas. Merci les gars, merci à tous. Et on se retrouve demain pour continuer ces débats. Tiens, je vous donnerai un autre extrait d'ailleurs de ce formidable petit bouquin. La chaîne alimentaire qui vous fait payer vos courses en carbone. Et vous avez un quota carbone, vous ne pouvez pas dépasser. Même si c'est l'intérêt de la chaîne alimentaire que vous dépensiez plus, non, vous ne pouvez pas. Super intéressant dans le grand débat sur les cartes carbone, les limitations, des quotas carbone personnels. Voilà. À demain.